Bonjour, donc nous avons reçu la commande de devoir décrire le projet polynésien dans le cadre du colloque sur l'île de la Réunion. Ina, je vais d'abord te demander de nous décrire la genèse du projet de l'ICEP Océan-Pacifique, ici à Tahiti. Alors, bonjour, je suis ravie d'être avec vous pour vous faire part un peu de l'expérience polynésienne de l'enseignement supérieur privé. Donc la genèse de l'ICEP, ce qui est très important à dire d'emblée, c'est que c'est un projet porté par les Polynésiens et pour les Polynésiens. Et cette genèse remonte à 1987, quand le CODIEC, qui est le comité de gestion de l'enseignement catholique, a éprouvé la nécessité de former des cadres de l'enseignement privé à Bac+3, et donc a fait venir des intervenants de l'Université catholique de Lyon. Donc ces formations ont été reconduites entre les années 87 et 95, régulièrement, jusqu'en 1999, date à laquelle Monseigneur Michel Copenrath a estimé possible de construire localement un enseignement supérieur privé. Donc cet enseignement supérieur privé a fait suite à diverses relations, notamment avec des personnes ressources de l'Université catholique de l'Ouest d'Angers, notamment M. Patrick Martin, qui était alors responsable de la filière de psychologie, et Mme Catherine Nafti-Malherbe, responsable donc, de l'information-communication. Et en 1999, s'est ouvert officiellement l'ICEP, l'Institut supérieur privé d'enseignement de Polynésie, avec une première promotion de 18 étudiants inscrits en L1 de psychologie. Alors ce qui est très important de préciser, c'est que ce projet, en fait, s'est fait avec les autres églises de Polynésie. C'est d'ailleurs pour ça que l'ICEP s'appelle Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie, et pas catholique, parce que l'enseignement privé en Polynésie est porté conjointement par l'Église catholique, l'Église protestante et l'Église adventiste. Donc même si les églises protestantes et adventistes ne se sont pas lancées financièrement en fait, dans l'aventure, ils sont restés affiliés en fait, à l'Église catholique, et donc sont inscrits, sont partenaires de l'ICEP. Le deuxième soutien que l'ICEP a eu d'emblée, c'est le soutien du pays, puisqu'il faut savoir que la construction du bâtiment de l'ICEP a été en partie prise en charge par des subventions du pays. Et enfin, troisième partenaire indispensable, c'est l'Université de Polynésie, université publique, qui a donc été informée du projet et qui l'a accompagné, puisque pendant les premières années de l'ICEP, il a fallu donc quelqu'un d'assermenté pour garantir la validité des diplômes, et que donc la présidente de l'université a accepté à l'époque. Voilà, donc pour vous expliquer un peu que le projet de l'ICEP s'est fait vraiment conjointement avec les forces vives du pays, le pays, l'Église et l'université publique. Voilà en gros. Alors ça c'est la genèse, donc 1999. Après il y a quelques dates clés. On ne peut pas refaire tout l'historique de l'ICEP, mais s'il faut retenir 3 dates. Donc en 1999, c'est la création de l'ICEP, avec donc 18 étudiants, donc l'Institut supérieur d'enseignement privé de Polynésie. En 2004, l'ICEP devient donc un institut associé à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers. Jusqu'alors, il était simplement en convention avec l'UCO. Donc en 2004, nouveau virage dans l'histoire de l'ICEP. L'ICEP devient un institut associé à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers. Donc à cette époque, en 2004, l'ICEP est passé donc de 18 étudiants à 148 étudiants et 3 filières. Donc on est déjà en rythme de croissance. Et puis enfin, la troisième grande date de l'ICEP, c'est 2011, puisque l'ICEP devient en 2011 un campus associé à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers. En 2011, l'ICEP, c'est maintenant 250 étudiants, 7 filières qui vont de la licence jusqu'au master. Et c'est également un DU, un diplôme universitaire qui a été entièrement fabriqué localement au niveau de l'ICEP et validé à l'UCO. Voilà, je crois avoir résumé très rapidement les quelques grandes dates de l'ICEP et sa jeunesse. Alors, deuxième point, deuxième focus sur l'histoire de l'ICEP. Ina, peux-tu nous expliquer en quoi le statut, la réalité du territoire polynésien également a joué ou interfère dans le projet de l'ICEP? Oui, alors il faut savoir que le statut du pays, la Polynésie est un pays d'outre-mer, est très particulier. Alors c'est à la fois un facteur peut-être avantageux, mais également d'inconvénients par rapport au développement de l'ICEP.
puisque en Polynésie, il n'y a pas eu l'application de la séparation entre l'Église et l'État en 1905, et donc nous ne pouvions pas être une association de type loi 1901, c'était interdit par le statut donc, polynésien, et donc nous sommes régis par le décret Mandel. Donc sans rentrer dans des détails un peu juridiques fastidieux, disons simplement que l'avantage de ce statut, c'est que les permanents, notamment académiques de l'ICEP, sont des formateurs de la DEC, c'est-à-dire des formateurs de l'enseignement catholique, et à ce titre bénéficient de subventions du pays. Donc c'est vrai que c'est un avantage inhérent au décret Mandel qui nous a facilité l'ouverture de l'ICEP, puisque donc la prise en charge des salaires des permanents académiques sont pris par une subvention du pays via le décret Mandel. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, des permanents académiques administratifs, qui, eux, sont rémunérés par les frais de scolarité des étudiants. Deuxième conséquence de ce statut particulier, l'ICEP n'est pas géré par un conseil d'administration, mais par un conseil de tutelle qui est présidé par l'évêque de Polynésie. Donc le directeur du campus de l'ICEP est nommé conjointement par l'évêque de Polynésie et par le recteur de l'UCO. Donc c'est un peu plus complexe, mais en même temps, au niveau des avantages, on peut dire que l'ICEP est vraiment territorialisé, ancré localement donc en Polynésie, par ce lien ecclésial très fort. Voilà concernant donc, le statut du pays. Concernant, il y a un deuxième aspect peut-être un peu contextuel important à préciser par rapport à l'inscription de l'ICEP dans le bassin régional, c'est ses liens avec l'université publique. L'université de Polynésie française a été créée il y a maintenant 25 ans. C'est une université qui au départ était conjointement localisée sur Nouméa et sur Papeete, et qui depuis une dizaine d'années est autonome, entièrement donc, localisée en Polynésie. Elle est devenue l'université de Polynésie française. Et ce qui fait peut-être aussi la force de l'ICEP par rapport à l'UPF, c'est que l'université de Polynésie française fonctionne avec un corps d'enseignants et de personnel expatriés, ce qui n'est pas le cas de l'ICEP, qui est vraiment qui repose sur du recrutement local. Ceci dit, nous avons des liens institutionnels formels avec l'Université de Polynésie française qui fonctionnent très bien, puisque nous avons signé une convention cadre, et des intervenants et des maîtres de conf de l'Université de Polynésie française interviennent donc à l'ICEP régulièrement, et vice-versa. Donc c'est très important, je crois, pour la réussite d'un projet d'enseignement supérieur privé, qu'il soit en Polynésie ou à La Réunion ou ailleurs, qu'il se fasse en bonne intelligence avec le reste de l'enseignement supérieur, et notamment, bien sûr, l'université publique. Parce qu'à terme, il est évident que si l'ICEP veut ouvrir des licences, des projets universitaires, ça pourrait se faire aussi par le biais d'un travail avec l'université d'État locale. Voilà, pour l'UPF. Peut-être plus globalement, réinscrire également, je voudrais réinscrire l'ICEP dans la carte de formation polynésienne. Donc, à côté de l'UPF, qui accueille environ 3000 étudiants, il y a également la Chambre de commerce de Polynésie, qui a ouvert une école de commerce de Tahiti, avec environ 20 étudiants, qui offre également une carte de BTS. Les lycées polynésiens offrent également des BTS. Alors, il faut savoir qu'en Polynésie, l'offre de formation des BTS est très restreinte. Il y a très peu de BTS, beaucoup de candidats et très peu d'élus. Donc, voilà pour la carte de formation. Il y a également une assez grande part d'étudiants, de bacheliers polynésiens qui partent poursuivre leurs études soit en France, soit depuis quelques années au Canada. En tout, pour vous situer un petit peu l'importance de l'ICEP, ou sa non-importance, il faut préciser que sur 1255 bacheliers, seulement 80-90 iront à l'ICEP, soit environ 5% des bacheliers, et à peu près 3000 iront à l'UPF. Le reste des... pardon, 3000, environ 1000 iront à l'UPF. La quelques centaines qui restent se répartira entre les BTS et les études donc, à l'étranger ou en métropole. Voilà donc en gros pour l'inscription un peu contextuelle de l'ICEP. Je terminerai en précisant que le niveau pertinent des études en Polynésie est actuellement le niveau Bac plus 3 licence. Il n'est pas encore situé au niveau du master, et que donc l'ICEP s'inscrit vraiment dans ce maillon-là, qui est le niveau L3, Bac plus 3, qu'il soit licence généraliste ou bien licence professionnelle. Alors, dernier point à aborder, peux-tu nous décrire les aspects qui ont facilité le projet de développement, mais également
possibles difficultés qu'a pu rencontrer le projet au cours de son histoire. Donc là encore, je vais résumer parce qu'on pourrait passer des heures à égrener sur une douzaine d'années, notamment les difficultés que nous avons rencontrées, mais également des aspects facilitateurs. En quelques mots, de façon très synthétique, je dirais que du point de vue des aspects facilitateurs, bon, le premier, le nerf de la guerre, c'est un peu quand même financier. Donc les subventions territoriales dont nous bénéficions au titre du décret Mondel via l'ADEC, c'est incontestablement un point très fort dans le développement de l'ICEP, puisque ces subventions ont permis à l'ICEP de voir le jour. La prise en charge des salaires des personnels académiques était donc incontournable, indispensable. Donc cet aspect facilitateur, effectivement, est à signaler. Il y a un deuxième aspect facilitateur très important, qui est l'arrivée d'étudiants, puisqu'effectivement, quand on ouvre une université, il faut avoir des étudiants. Alors l'avantage qu'a eu l'ICEP à son origine, c'est de couvrir les besoins de l'ISFEC local, qui est appelé ici l'IFEP, c'est-à-dire qu'il fallait former les enseignants, le personnel enseignant du privé. Donc nous avions à notre porte les étudiants. Donc c'était aussi un aspect facilitateur. Et ce lien avec l'ADEC, avec l'enseignement privé, comme pourvoyeur d'étudiants à l'ICEP, a été également un point positif et très, très important pour nous. Même si, donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, d'emblée, dès 1999, on a eu une demande de bacheliers de l'extérieur qui sont venus taper à la porte de l'ICEP pour être formés à l'ICEP. Et donc nous avons ouvert à la formation initiale très rapidement l'ICEP. Mais le fait d'avoir à la fois de la formation permanente et initiale nous a vraiment permis d'emblée d'avoir un vivier d'étudiants très important. Troisième point, je pense, facilitateur pour le développement et l'inscription territoriale de l'ICEP, c'est le cadre ecclésial dont nous bénéficions, qui est à la fois rassurant et très puissant, puisque l'Église de Polynésie est importante et reconnue, et le fait que l'ICEP soit donc une institution ecclésiale est pour nous un facteur facilitateur dans le relationnel au niveau du pays, au niveau intérieur et extérieur. Autre aspect, donc peut-être plus pédagogique maintenant, facilitateur dans le développement de l'ICEP, c'est la souplesse, la diversité de la formation dont nous bénéficions par rapport à l'UCO, puisqu'il faut savoir que nous délocalisons des formations à l'ICEP, mais qui dit délocaliser dit ouverture et fermeture en fonction des besoins. Étant donné que nous sommes dans un contexte ilien, où les besoins se font sentir de façon parfois erratique, c'est-à-dire qu'il y a des besoins à couvrir, mais de façon non pérenne. Par exemple, nous avons eu un fort besoin il y a 2 ans en licence professionnelle métier de l'eau. Nous avons pu ouvrir et délocaliser la licence professionnelle métier de l'eau en Polynésie pendant 2 ans, puis la refermer. Donc cette souplesse de la délocalisation est un grand atout pour l'ICEP, et le fait de pouvoir aller piocher, entre guillemets, dans la carte de formation de l'UCO, de ses campus, des formations idoines par rapport à nos besoins, et les fermer quand nous n'en avons plus besoin, c'est vraiment une des cartes fortes de l'ICEP. Donc ça nous permet de répondre à des besoins réduits en contexte ilien, et je pense que ça saura faire écho à votre problématique à l'île de la Réunion. Enfin, il y a donc un dernier élément également pédagogique très important par rapport aux aspects facilitateurs, c'est la possibilité d'adaptation au contexte local. On ne peut pas simplement faire du copier-coller de formations qui seraient métropolitaines et qui seraient donc simplement importées en Polynésie. On a la grande chance de pouvoir, par le jeu des parcours et des options, les rendre adaptés à notre milieu ilien polynésien. Je prendrai 2 exemples. Nous avons par exemple créé un DU de Reo Tahiti, donc de langue polynésienne. Nous avons pu fabriquer par rapport aux problématiques de didactique de la langue polynésienne. Donc ça, c'était très important de pouvoir fabriquer notre propre DU. Et nous avons également un projet en ce moment de DU soins palliatifs que nous menons avec l'IPSA, mais qui va être totalement adapté au contexte polynésien. Adapté puisqu'il s'adresse à des aides-soignants qui sont à niveau bac, et pas bac plus 3 comme le sont le public cible donc angevin. Donc on a réussi à revoir la carte de formation pour l'adapter à notre public, et on a également pu intégrer le contexte anthropologique de la Polynésie, le rapport à la vie, à la mort, pour que cette formation, ce diplôme universitaire de soins palliatifs et d'accompagnement à la fin de vie soit vraiment adapté au contexte polynésien. Voilà, c'est juste une illustration pour vous montrer les aspects donc,
positif de nos liens institutionnels et pédagogiques avec l'UCO. Ça, c'est les aspects positifs. Venons maintenant aux aspects plus négatifs, notamment aux difficultés que l'ICEP rencontre régulièrement par rapport à son développement. La première grande difficulté évidente, c'est l'étroitesse du bassin de recrutement. La Polynésie est une île, et donc à ce titre, le bassin de recrutement est assez étroit. Et donc nous sommes obligés d'avoir un taux d'insertion à pérenniser pour la réputation d'établissement. Donc on peut se permettre de former donc des étudiants dans des filières qui ne seraient pas pourvoyeuses d'emploi. C'est impossible puisqu'on aurait l'effet boomerang immédiat. Donc on est obligé d'innover toujours et encore pour que notre carte de formation soit totalement adaptée aux besoins du vivier, aux besoins du marché de l'emploi local. Ça, c'est notre première difficulté. Donc cette nécessité d'être toujours à l'écoute des besoins et cette obligation de fermer les formations dès lors qu'on sent une saturation du marché de l'emploi. Deuxième difficulté, peut-être également liée à notre environnement ilien, c'est la vigilance dans la constitution de l'équipe universitaire de l'ICEP. Nous avons recruté le personnel académique de l'ICEP avec des exigences de profil d'enseignants-chercheurs. C'est difficile parce qu'on a la concurrence de l'Université de Polynésie française, où les salaires sont plus intéressants. Donc effectivement, attirer un enseignant-chercheur à l'ICEP, c'est pas forcément évident avec la concurrence universitaire qui est celle de l'UPF. On a également l'isolement de la Polynésie qui ne facilite pas la dynamique de recherche. Donc les permanents de l'ICEP ne sont pas forcément dans un univers propice et stimulant au niveau de la recherche, de la publication. Et puis nous avons également donc, un vivier local restreint au niveau des vacataires, puisque l'ICEP fonctionne avec environ 70 vacataires locaux, mais que nous avons beaucoup de turnover, puisque nous avons beaucoup d'expatriés de passage en Polynésie, donc qui nous obligent à rechercher toujours de nouveaux vacataires. Donc ce sont des personnes qui restent 2 ans, 4 ans en Polynésie, et donc nous sommes toujours obligés de renouveler notre staff de vacataires. Donc voilà une deuxième conséquence un peu de la difficulté liée à l'isolement insulaire que nous vivons. Enfin, le troisième élément, troisième difficulté, elle est également liée à l'environnement insulaire. C'est la crise en Polynésie que nous vivons depuis plusieurs années. Alors cette crise, nous la ressentons de plein fouet depuis 1 ou 2 ans comme contre-coup économique. Elle se situe à 2 niveaux. D'abord, nos étudiants ont plus de mal à s'insérer économiquement puisque la crise économique fait que le taux d'employabilité en Polynésie a baissé. Donc c'est un premier frein. Et puis surtout, l'inscription des étudiants de l'ICEP est payante. Et donc en contexte de crise économique, nous subissons de plein fouet la crise économique et notamment les familles qui ont beaucoup moins de moyens pour inscrire leurs étudiants à l'ICEP. Donc ce que je voulais vous montrer par là, c'est que l'environnement insulaire est à la fois une grande chance pour nous, puisque nous pouvons faire de l'ingénierie de la formation, nous savons que nos étudiants, nous savons que les besoins en formation de la Polynésie sont grands et nous sommes des acteurs majeurs, reconnus localement pour pouvoir répondre à ces besoins. En même temps, le revers de la médaille, c'est que effectivement l'environnement insulaire est également une fragilité pour l'ICEP. L'ICEP reste une structure qui marche bien mais qui reste fragile et qui est très inhérente et très dépendante de ce milieu insulaire. Voilà, je crois avoir résumé très rapidement les difficultés, les aspects facilitateurs de l'ICEP. Juste pour terminer, je crois qu'il faut rester raisonnable aussi par rapport à la projection dans le futur et positionner l'enseignement supérieur privé dans des petites îles comme le sont les nôtres à une échelle raisonnable. Nous avons atteint les 300 étudiants et je pense que c'est l'échelle idoine pour la Polynésie, qu'il faut changer les formations régulièrement, ouvrir et fermer les formations en fonction des besoins du pays, mais ne pas changer d'échelle, ne pas vouloir doubler les effectifs, arriver à 1000, parce que là on changerait tout à fait la nature de ce qu'est le projet de l'ICEP, c'est-à-dire cet accompagnement très individuel dans les projets de formation des étudiants, et je crois qu'il faut qu'on reste à cette échelle
humaine d'un accompagnement de petits groupes de 20 maximum et d'un accompagnement personnalisé qui caractérise également l'enseignement catholique et donc qui fait le caractère propre de l'ICEP.